donc de section S. Maintenant, cette fois-ci, le conducteur, donc dans le conducteur, nous avons un mouvement ordonné des électrons. Donc tous les électrons donc, sont en mouvement ordonné, c'est-à-dire que suivent un même sens de déplacement. Donc, tous les électrons sont, donc on a un mouvement ordonné des électrons. Donc ici, on dit que le mouvement des porteurs est ordonné. Donc le mouvement ordonné des porteurs. Mouvement ordonné des porteurs de charge. Voilà. Donc là, nous avons des mouvements ordonnés des porteurs de charge. Donc on peut parler donc, de courant électrique. On peut parler donc présence de courant. Présence de courant. Maintenant, certainement, vous allez me poser la question. Nous, on sait qu'au début, dans un conducteur, les électrons ne sont pas liés, ne sont pas fixes, donc sont désordonnés, donc sont dispersés, donc suivant toute direction. Les électrons, donc, voilà, les porteurs de charge ne sont pas fixes et sont en mouvement suivant toutes les directions. Alors qu'on voit dans un même conducteur, les électrons sont dans un mouvement ordonné. Donc, qu'est-ce qui fait que les électrons donc, se trouvent dans un mouvement ordonné? Donc, c'est dans un conducteur, donc c'est la présence d'un générateur. Donc, en réalité, un générateur, quand vous avez un générateur, une batterie, une pile, un groupe électrogène, quand vous liez donc le générateur à un fil conducteur, en fait, le générateur déclenche le mouvement ordonné des porteurs. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Le générateur n'a pas de courant, mais son rôle, c'est quoi? C'est de déclencher le mouvement des électrons dans un sens unique, donc dans un sens ordonné. Donc, il fait tout pour que le mouvement des électrons soit ordonné. Parce que si le mouvement des électrons reste ordonné, il y aura présence de courant électrique. Donc, en réalité, on le dit même dans les cours que le générateur crée du courant. Non, le générateur ne crée pas le courant, mais le générateur facilite le déplacement donc ordonné, donc le mouvement ordonné des porteurs de charge. Parce que dans un conducteur, naturellement, que ce soit un fil en cuivre, donc nous avons toujours des électrons à l'intérieur qui ne sont pas liés, qui sont libres, donc qui sont en déplacement souvent en toute direction. Mais si le fil conducteur, le fil que vous voyez à la maison est lié à un générateur, automatiquement, il va créer le déplacement des électrons dans un sens ordonné. Et si les électrons sont en mouvement dans un sens ordonné, là, on aura donc ce qu'on appelle le courant électrique. Donc, le courant électrique est défini tel que, donc je vais en venir, comment le courant électrique est défini. Le courant électrique est défini tel que si nous avons donc toujours le conducteur ici, le conducteur de section S, voilà, traversé par par des courants, par des donc, électrons en mouvement ordonné. Donc, toujours notre conducteur ici. Voilà. Donc, ça, c'est le fil conducteur. Ici, les électrons sont en mouvement ordonné. Donc, en tout instant T, les électrons sont en mouvement et donc traversent une section. Donc, ça, c'est la section S du conducteur. Donc, les électrons vont traverser la section S du conducteur, cette section-là. Maintenant, on définit le courant I, donc le courant I, qui dépend du temps, comme étant donc, le rapport entre la variation des quantités donc, de charge de porteur sur, donc, par unité de temps. Ça veut dire quoi? Si à chaque intervalle de temps d de t, si chaque intervalle de temps d de t, nous avons une certaine quantité de charge d de q qui traverse la section S, donc à chaque intervalle de temps d de t, on a une certaine quantité de charge d de q qui traverse la section S, et si nous faisons le rapport d de q sur d de t, on va trouver l'intensité I de t. Voilà. Donc, c'est ça qu'on définit comme étant l'intensité du courant. Donc, le rapport, donc la quantité de charge qui se déplace, donc qui traverse la section S, à chaque intervalle de temps d de t donné, ce rapport-là nous donne la valeur de l'intensité du courant. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre déjà. Maintenant, certainement, vous allez me dire pourquoi vous avez mis le T, alors que peut-être on a vu dans le cours que l'intensité I a pas de T. Donc, on peut le justifier. Je vais le justifier tout à l'heure. En réalité, l'intensité du courant I, l'intensité du courant I, donc, est donnée par ce rapport. Donc, je l'ai dit, est donnée par ce rapport. L'intensité du courant I, donc I de T, est donnée par ce rapport. Mais quand est-ce qu'on va dire que I ne dépend pas de temps?
I ne va plus dépendre du temps si et seulement si, à chaque intervalle de temps donné, donc à chaque intervalle de temps donné, donc à chaque intervalle de temps donné, donc si nous avons un intervalle de temps d de t, donc un intervalle de temps d de t donné, donc on a toujours le rapport, donc si on a toujours le rapport d de q sur d de t, quel que soit l'intervalle de temps, on fait le rapport d de q sur d de t, on trouve une constante. Donc cela veut dire que ici, on n'a plus le droit d'écrire i qui dépend de t. Donc on va changer ça, mais on va plutôt dire que i donc égale à grand I. C'est ce que vous voyez même parfois dans les figures. Donc c'est parce qu'à cet instant-là, le rapport ne dépend plus du temps. Donc on dit plus petit i de t, mais on dit I égale à, donc l'intensité I égale à grand I. Voilà, je reprends. Quand est-ce qu'on va dire que donc, le courant, ce rapport-là, ne dépend plus du temps? Si et seulement si, quel que soit le temps qu'on vous donne, quel que soit l'intervalle de temps que vous choisissez, la quantité de charge, vous faites le rapport entre la quantité de charge et ce rapport, vous trouverez toujours la même valeur. Donc, vous faites le rapport d de q sur d de t pour différents intervalles de temps, vous tombez toujours sur la même valeur, alors vous dites que le courant ne dépend plus du temps. Donc, on dit I, on change petit i de t, on dit I égale à grand I. Donc, qui est là? On note bien l'intensité du courant. Voilà, intensité du courant. Donc, et son unité, on le sait, donc c'est en ampères. Voilà. Donc, c'est en ampères, mais voilà, mais rigoureusement, je vais effacer ici, mais rigoureusement, il faut comprendre que si on vous dit quelle est la dimension du courant, parfois de l'intensité du courant, on peut vous poser ça, par exemple, dans un concours, quelle est la dimension de l'intensité? On sait que l'intensité I de t est donnée par Q sur D de t. Donc, le même Q dépend de t ici, si vous voulez. Donc, ça, c'est coulomb. On sait que l'unité de la quantité de charge, c'est coulomb. Et le temps, c'est seconde. Donc, la dimension de l'intensité du courant, donc, c'est coulomb fois seconde moins 1. Et coulomb fois seconde moins 1 est remplacé comme étant l'ampère, donc qui est égal à A. On dit ça ampère. Donc, coulomb fois seconde moins 1 représente l'ampère. Donc, voilà la dimension physique de l'intensité du courant. C'est coulomb fois seconde moins 1 qu'on a donné comme unité internationale ampère. Voilà. Donc, dans ce cas, donc je répète, si le rapport D de Q, donc qui dépend de T sur D de T, qui est égal à I, ne dépend plus du temps, donc quelle que soit la valeur du temps, je l'ai dit bien, à chaque intervalle de temps donné, delta de T sur D de Q reste égal à une constante, alors on dira que le courant I ne dépend plus du temps. Donc I, et on change petit I de T, on va écrire juste grand I majuscule. Donc, si les grandeurs, je vais en profiter, si les grandeurs physiques, telles que le courant, si les grandeurs physiques, je donne un exemple, l'intensité, je donne exemple I, donc par exemple I comme exemple, ne dépend pas du temps, ne dépendent pas du temps, ne dépendent pas du temps, alors cela veut dire qu'on est en régime permanent. Donc, on est en régime permanent. Donc ici, on parle de régime permanent si les grandeurs physiques ne dépendent plus du temps. Donc dans ce cas, alors nous sommes en régime permanent. Alors, nous sommes en régime permanent. Donc, je répète, si les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps, ici, tel que je viens de vous montrer, nous sommes en régime permanent. Ne dépendent pas du temps T. Voilà. Donc, on dira que le régime est permanent, c'est un régime dans lequel toutes les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps. Voilà, ne dépendent pas du temps. Voilà. Donc, c'est ça, donc le début. Donc, c'est ça le courant, c'est ça l'intensité. C'est ça que je voulais comme définition donc, de l'intensité du courant électrique. Voilà. Maintenant, je vais passer à la tension. Donc, petit 2, tension. Donc, la tension électrique. Donc, la tension électrique, donc c'est la différence de potentiel entre deux points. Donc, du conducteur, si je veux dire ça. Donc la tension électrique, donc c'est la différence de potentiel. Différence de potentiel
entre 2 points du conducteur. 2 points du conducteur. Voilà. Donc, je prends un conducteur comme ça. Donc, je prends un conducteur comme ça. Voilà. Je mets ici un point A. Je mets là un point B. Voilà. Donc, la différence de potentiel entre les deux points-là du conducteur, on appelle ça donc tension. Donc, ça, c'est le fil conducteur. Ça, on appelle ça fil conducteur. Voilà, donnez-moi quelques secondes. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la différence de potentiel en deux points du conducteur donc, est appelée tension électrique. Cette différence de potentiel est appelée tension électrique. Tension électrique. Donc, notez donc, le grand U d'unité volt, grand V. Donc, ici, on va dire que grand U, donc, c'est, on a U en A et U en B. Voilà. Donc, U en A et U en B. Donc, c'est ça qu'on appelle, donc, il y a ça, c'est le potentiel au point A, et UB, c'est le potentiel au point B. Voilà. Donc, cette différence de potentiel-là, donc, c'est ça qu'on note, tension électrique. Donc, la différence de potentiel entre deux points du circuit est notée tension électrique. Voilà. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Donc, c'est ça. On note ça U de AB. Maintenant, je vais pas aller plus loin tant que je ne suis pas rentré dans les conventions. Donc, je vais en profiter. Donc, c'est ça l'unité de la tension. Donc, c'est volt qui représente la différence de potentiel entre deux points du circuit. Maintenant, je vais en profiter pour introduire ce qu'on appelle convention donc sur la tension. Donc, il y a une convention, ou bien il y a des conventions sur la tension électrique. Sur la tension électrique. Donc, il y a une convention sur la tension électrique. Donc, la première convention, c'est la convention générateur. Convention générateur. Donc, on va appliquer la convention générateur. Cela veut dire que comment est la tension avec, donc si on a un générateur. Donc, je vais dessiner ici un générateur de courant. Donc, de borne, ça, c'est la borne négative. Et ça, c'est la borne positive. Voilà. Borne négative, et ça, c'est la borne positive. Voilà. Donc, je note la A, et là, je note B. Voilà. Donc, le courant ici, normalement, le courant I sort par la borne positive du générateur. Ça, on le sait. Ça, c'est le courant I. Il sort par la borne positive et entre par la borne négative. Maintenant, si c'est une convention, c'est la convention générateur, la tension entre les deux points du circuit A et B, donc la tension ici a le même sens, la tension positive, je dis bien, a le même sens que le courant électrique I qui traverse le, donc délivré par, donc il traverse donc le courant ici, le courant I. Donc donc ici la tension positive, donc ça c'est A,
J'appelle après ça U de A ou bien V de A, U de A, U de B. D'accord? Donc ici, on dira que U de B moins U de A est positive. Donc la tension positive est orientée, donc a le même sens que le sens du courant électrique. Donc ici, la tension UB moins UA, la différence de potentiel ici, elle est positive. Donc je veux dire que la tension UBA est positive. Parce que la flèche est toujours orientée vers le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc je répète, la borne positive a le potentiel le plus élevé et la borne négative a le potentiel le moins élevé. Maintenant, par convention, la flèche est toujours orientée vers le point, donc la flèche de la tension ici, cette flèche-là, est toujours orientée vers le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc vers ce point-là, P. Vers ce point où on a le potentiel le plus élevé, donc on va orienter là-bas la flèche. Donc ça, c'est la convention. Donc la convention sur la différence de potentiel, la convention de tension. Mais la particularité est que si c'est un générateur, le courant et la tension ont le même sens. Maintenant, ça veut dire que U de AB, c'est positif. Donc, évidemment, si je fais U de A moins U de B dans le même contexte, U de A moins U de B, elle est négative. Donc, cela veut dire quoi? U de AB, ici, est négative. Ensuite, on va parler maintenant de la convention récepteur. Convention récepteur. Donc, c'est quoi un récepteur? Donc, c'est quelque chose qui reçoit du courant. Donc, qui reçoit du courant électrique pour fonctionner. Donc, on a convention récepteur. Donc, la convention récepteur est définie telle que si nous avons un récepteur, par exemple, ça peut être une lampe, ça peut être un moteur, ça peut être donc n'importe quoi. Donc, je mettrai ici un récepteur. Donc, un récepteur qui reçoit un courant électrique et ce récepteur-là est borné. Donc, il y a le courant I qui arrive au niveau du récepteur. Le récepteur, il est borné, c'est un dipôle. Il a une borne A et une borne B. D'accord? On connaît le sens du courant. Le courant arrive par la borne A. Donc, arrive en premier sur la borne A. Donc, ici, il faut comprendre que il faut que vous connaissiez a priori la direction, donc le sens, je veux dire bien le sens du courant. Donc, le courant arrive donc, en premier au niveau de A. Donc, la convention récepteur est telle que ici, le courant va arriver toujours sur le point où on a le potentiel le plus élevé. Ça, c'est à noter. Le courant arrive toujours, si on a un récepteur, le courant arrive en premier sur le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc, le courant I arrive en premier au point A. Donc, le courant, ça, c'est une convention. Le courant arrive toujours en premier sur le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc, le courant arrive en premier, par convention, sur le point où on a le potentiel le plus élevé. Or, je vais dire tout à l'heure que le sens arbitraire de la tension et la flèche est toujours orientée vers le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc, ici, puisqu'on connaît le sens du courant, A a le potentiel le plus élevé. Donc, la flèche sera orientée vers A. Donc, à côté de A. Voilà, par convention, le sens de la flèche, donc de la tension. Donc là, j'ai U de A. Là, j'ai U de B. D'accord? Donc, ce qui va faire U de A moins U de B, ici, elle est positive. Pourquoi? Parce que par convention, le courant arrive en premier sur le point où on a le potentiel le plus élevé. Donc, a priori, U de A, le potentiel en A est plus grand que le potentiel en B. Parce que le courant arrive en premier au point A. On connaît a priori le sens du courant I. Donc, le courant I arrive en premier au point A. Donc, A a le potentiel le plus élevé. Donc, U de A est supérieur à U de B. Donc, la flèche sera orientée vers A. Donc, la différence de potentiel UA moins UB est positive. Cela veut dire quoi? U de AB est positive. Voilà. Donc, vous allez me poser la question maintenant, à quoi serait égal à U de BA? Donc, quand j'ai fait U de B moins U de A, on sait que U de A est supérieur à U de B. Donc, U de B moins U de A, elle est négative. Donc, la tension U de BA est négative. Donc, voilà les deux conventions très importantes à savoir avant d'aller plus loin parce que vous en aurez besoin quand vous allez appliquer la loi Ohmai, la loi, donc les lois de Kirchhoff, de Maxwell, etc.
Vous avez besoin de comprendre ça déjà. Et c'est les lois aussi de Thevenin, Norton, etc. Il faut au moins que vous maîtrisez les sens conventionnels donc pour un générateur et pour un récepteur. Donc, si ça, c'est déjà fixé, donc c'est un bon début pour comprendre donc, ce qui va suivre. Voilà. Donc, voilà les deux conventions vraiment à savoir avant qu'on aille plus loin. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on y va. On va effacer ça et aller voir quelques parties, quelques vocabulaires. Donc, quelques vocabulaires sur, comment dirais-je, sur Ah, ok. Oui, ça, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que ça, c'est par abus de langage. Parce on parle de générateur, on parle du produit du courant, mais dans le sens physique, donc dans le sens physique microscopique, donc en fait, le générateur son rôle physique, donc microscopique, c'est de stimuler les électrons et de les faire donc, se déplacer dans un sens unique, dans un sens unique de déplacement. C'est ça, en fait, le rôle d'un générateur. Parce qu'on sait qu'un générateur est directement lié à un conducteur. Donc, on va voir tout à l'heure les réseaux électriques. On sait qu'un générateur est relié à des fils conducteurs. Donc, il est borné. Maintenant, son rôle dans un circuit, c'est l'aptitude à faire de telle sorte que les électrons se déplacent dans un sens ordonné. Donc, c'est ça le sens, donc le rôle dans le sens microscopique. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, on parle de source parce que s'il n'y a pas de générateur, les électrons ne vont pas se déplacer dans un sens unique. Et si les électrons ne se déplacent pas dans un sens unique, alors il n'y aura pas de courant électrique. C'est pourquoi on dit que s'il y a présence de générateur, il y aura courant électrique. Mais en réalité, le générateur, sa présence, c'est juste pour stimuler les électrons, de les faire se déplacer dans un sens unique, dans un sens ordonné. Je l'ai dit même dans le début. Donc, s'il y a déplacement d'électrons, de porteurs de charge dans un sens ordonné, alors on parle de courant électrique dans un réseau. Maintenant, l'arrivée du générateur, c'est juste de faciliter le déplacement des électrons dans un conducteur, dans un sens unique. Voilà. Mais par habit de langage, on parle de source, oui, de source dans le sens où s'il n'y a pas de générateur, il n'y a pas de courant. Parce qu'il y a un générateur, il y a déplacement des électrons dans un sens ordonné. Voilà. Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose. Donc, on va partager ensemble. Donc, un petit document où on va essayer de discuter sur, sur quelques notions de base. Voilà. Voilà. Donc, on va parler de quelques vocabulaires ici. Donc, voilà les vocabulaires. Donc, vocabulaire et définition. Donc, c'est quoi un circuit électrique? Donc, un circuit électrique, c'est un ensemble de composants, donc conducteurs ou semi-conducteurs. Donc, il y a plusieurs définitions pour un circuit électrique. Donc, vous verrez peut-être même dans le support de cours qu'on vous a donné à la fac, une autre définition différente de la mienne. Donc, là, un circuit électrique est un ensemble de composants, conducteurs ou semi-conducteurs, reliés entre eux par des fils de jonction ou bien des fils de conducteurs, dans lequel circule un courant électrique. Donc, on va avoir un exemple de circuit électrique. Voilà. Maintenant, si on connaît c'est quoi un circuit, donc c'est quelque chose qui rassemble à la fois un générateur, des récepteurs et un fil de connexion. Donc, qui va relier les générateurs et les récepteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir un générateur, une lampe, un moteur, etc.
Maintenant, le générateur, donc toute cette combinaison-là, on appelle ça un circuit électrique. On va faire un exemple tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi un dipôle? Un dipôle, c'est un composant électrique limité par deux bornes. Ça peut être un résistor, ça peut être un condensateur, ça peut être une bobine, ça peut être une pile. Donc, vous avez déjà connu donc qu'est-ce qu'un condensateur. Vous avez vu l'exemple d'un condensateur au premier semestre. Le condensateur que vous avez vu au premier semestre, c'est un dipôle parce qu'il est borné. Il a deux bornes, positives et négatives. La bobine, la pile. Donc, la pile est un générateur, donc, mais il est borné. Donc, ça dépend de son rôle dans le circuit, mais on peut le considérer comme un générateur. Il peut être aussi comme un récepteur. Donc, la pile aussi est bornée. Les bobines sont bornées, etc. Donc, tout ça sont des récepteurs. Maintenant, on va arriver sur des choses, des détails qui sont très importants à savoir dans un réseau électrique, qui sont donc les notions de nœuds, les notions de nœuds, etc., mailles, etc. Donc, quand nous avons un réseau électrique, donc comme je viens de vous dire, il y a des choses à savoir. Donc, il y a ce qu'on appelle un nœud, il y a ce qu'on appelle une maille, il y a ce qu'on appelle une branche, etc. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi ces éléments-là. Donc, déjà, on connaît un dipôle. Maintenant, c'est quoi un nœud? Un nœud est un point commun à plus de deux dipôles. Ou bien c'est un point de rassemblement au moins de trois fils conducteurs. Je vais vous montrer. Donc, j'ai un circuit comme ça, très basique. J'ai mis un circuit comme ça, très basique. Donc là, j'ai mis un générateur, plus ou moins. Je mets là un récepteur, grand R, un récepteur. Voilà. Là, je mets ici un autre récepteur. Voilà. Donc, cet ensemble-là est un réseau électrique, c'est un circuit électrique. Donc, cet ensemble-là est un circuit électrique. Maintenant, où sont les nœuds? Donc, ce qu'on vient de dire, là, voilà les nœuds dans le circuit. Donc, les nœuds sont là. Voilà un nœud, voilà un autre nœud. Donc, ces points-là que j'ai montrés sont des nœuds. Donc, ça aussi, c'est un nœud. Donc, très important à savoir. Donc, c'est le point de rencontre au moins de trois fils conducteurs. On va compter. Donc, si ce que j'ai dit, ça colle avec ce que je vous ai montré, ça, c'est un fil traversé par un courant. Ça aussi, c'est un fil. Ça aussi, c'est un fil. Le point de jonction de trois fils, au moins, on appelle ça un nœud. Donc, c'est un point de jonction au moins de trois nœuds. Donc, ce point-là est un nœud. Pareil pour ce point-là. Ce fil-là, ce fil 1, fil 2, fil 3. Nous avons trois fils qui se lient en un point. Donc, c'est un nœud. Maintenant, ces coins-là, ça, le point A, le point B, le point C et le point D ne sont pas des nœuds. Donc, ça, c'est des choses vraiment à savoir par cœur. Donc, il faut différencier un nœud et un point simple dans le circuit. Donc, ce que je viens de vous donner comme détail, ces deux points-là que je vous ai montré au début, donc on les appelle des nœuds. Donc, on les appelle bel et bien des nœuds. Donc, ce point-là est un nœud, ce point-là est un nœud. Mais par contre, le point A, le point B, le point C et le point D, ces quatre points-là ne sont pas des nœuds. Voilà. Je pense que c'est bon. Ensuite, je vais effacer. Bon, on y va avec. Maintenant, c'est quoi une maille? C'est une portion d'un circuit électrique constituant un contour fermé. C'est une portion d'un circuit électrique constituant un contour fermé. Allons-y. Je vais dessiner le même circuit.
Donc, ça, c'est R. Ça, c'est donc des récepteurs. Hein? Et nous avons toujours les nœuds là. Donc là, c'est le générateur plus moins. D'accord? Maintenant, c'est quoi une maille? Donc, suivez bien, c'est quoi une maille? La maille est une portion d'un circuit électrique constituant un contour fermé. Une maille est une portion d'un circuit électrique constituant un contour fermé. On va regarder tous les contours fermés du circuit que je viens de tracer. Donc, voilà un contour fermé. Voilà un contour fermé. Donc ça, c'est une maille. Je prends une autre couleur. Ça aussi, c'est une maille. Je prends aussi une autre couleur. Je mettrai jaune. Ça là aussi, tout ça en jaune est une maille. Donc, ce que je viens de montrer, j'ai 3 mailles dans ce réseau électrique. Il y a 3 mailles qui constituent ce réseau électrique. La première maille, c'est la maille en rouge. La deuxième maille, c'est la maille en bleu. Et la troisième maille, c'est la grande maille. D'accord? Maintenant, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est une portion de circuit d'un circuit électrique constituant un contour fermé. Tout contour fermé dans un circuit électrique est une maille. Donc là, j'ai compté 3 mailles. Maintenant, il y a une différence entre ces 3 mailles-là. Donc, je vais l'expliquer. Les 2 petites mailles que je viens de tracer, attendez, je vais montrer. Donc, je reprends le circuit. Donc, je reprends le circuit comme ça, vous allez voir. Je viens de compter 3 mailles. Mais je vais montrer maintenant quel est le rôle de quel est le nom de chaque maille. Donc, c'est très important aussi à savoir le nom de chaque maille. Donc là, bon, je change de couleur. Donc, je change de couleur. Bon, bientôt le temps va finir, mais je vais envoyer une nouvelle invitation. Donc, vous patientez, je vous envoie une nouvelle invitation. Donc, le temps est presque terminé. Hein. Patientez que je vous envoie une nouvelle invitation parce que je n'aimerais pas en commencer les explications et que ça saute. Donc, vous me patientez 2 ou 3 minutes, je vous envoie une nouvelle invitation. Voilà.